me in the morning. A long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up. Get the better warning, which makes me know where is the line was left. C'est dans un studio décoré dans l'esprit de Noël que je vous retrouve ce matin, ce qui me permet de vous souhaiter par anticipation un bon Noël, un bon réveillon qui se déroulera justement ce dimanche 24 décembre 2023. Nous sommes le vendredi 22 décembre 2023. Juma Moubarak à tous. Comme tous les jours, vous retrouverez vos capsules quotidiennes, le bulletin météo, le bulletin d'information ainsi que la capsule gymnastique. Et généralement, les vendredis, le coach Tandara propose des challenges pour vous. Alors, la principale chronique qui nous accompagne ce matin, c'est celle de Abdul Aziz Ban, le sport. Il sera accompagné d'Aline Badarakan qui interrogera nos différents invités qui nous accompagneront ce matin. Nous en aurons 3. Tout de suite, je vous propose de suivre les prévisions météorologiques. On se retrouve juste après. Chers amis téléspectateurs de Kenkeliba, bonjour. L'actualité météorologique de ce vendredi, c'est toujours ces particules de poussière qui continuent d'intéresser l'intérieur des terres et ce temps clément qui sera toujours noté à l'intérieur du pays. Alors l'animation satellitale nous montre des passages nuageux qui vont intéresser la quasi-totalité du pays et des vents de nord-est qui continuent de ventiler l'intérieur des terres. Ce qui fait qu'en termes de prévision pour la journée de ce vendredi, un ciel passagèrement nuageux sera noté avec une bonne présence du soleil et des températures assez clémentes seront notées vers la partie sud du pays, des températures journalières qui tourneront entre 32 dans certaines localités allant jusqu'à 36 degrés sur l'axe donc Ziguinchor, Sédhiou, Kolda allant vers Kédougou. Au centre du pays, ces températures tourneront entre 32 allant jusqu'à 36 degrés. Et c'est vers la partie nord du pays qu'une légère baisse sera ressentie. Donc, des températures journalières plus clémentes seront notées sur l'axe Saint-Louis allant vers Podor avec des valeurs de 28 degrés. 29 degrés attendus sur l'axe Louga-Linguère allant vers Matam. Et Dakar gardera une valeur basse de 22 degrés. Donc, en résumé, c'est donc des particules de poussière qui continuent d'intéresser l'intérieur des terres. Mais ces particules de poussière vont progressivement se dissiper au courant des jours. À partir du samedi, la visibilité sera progressivement bonne à l'intérieur du pays. Et la fraîcheur nocturne et matinale continuera d'intéresser l'intérieur des terres, surtout au niveau des localités situées vers la partie nord du degré, avec 14 degrés qui sera enregistré à Podor. Et au courant de la journée du vendredi, des températures resteront frisquettes vers la partie nord du pays, avec des valeurs de 28 degrés toujours attendues vers la partie nord du pays. Et Dakar gardera une valeur de 22 degrés. Ce qui met fin à ce bulletin météo. Excellent. C'était le bulletin météo proposé par nos partenaires de la NACIM. Nous sommes en direct sur la Une, mais également sur nos différentes plateformes digitales, la page Facebook RTS et la page Facebook Kenkeliba. Tout de suite, je vous propose de faire un peu de sport. Les vendredis, le coach Tandara propose des challenges. Allez, vous les relever tout de suite. C'est la gymnastique. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous allons terminer la semaine en beauté avec toujours le duo, le coach Bou et le coach Mansour. Alors, mesdames et messieurs, ce sera du pole body avec barre chargée. Alors, ces barres chargées avec les disques, vous allez, mesdames et messieurs, le coach Bou et le coach Mansour. Alors, tout de suite, la parole au coach Bou. Bonjour, mesdames et messieurs. Encore là, dernier jour de la semaine. Dernière capsule avec notre challenge qu'on va vous proposer aujourd'hui. Comme vous savez, tous les vendredis, les grands sportifs ou bien vous qui êtes adeptes et de pouvoir être à un certain niveau de performance, les challenges sont pour vous. Aujourd'hui, on va utiliser notre barre qui est chargée, mais on va rester au sol. On va faire des mouvements dynamiques, toniques, des cleans et des presses avec des roulés encore, toujours en abdominal. C'est des exercices qu'on va vous proposer pour vous qui voulez et qui nous suivez pour nos challenges. Donc, on se donne rendez-vous tout de suite dans nos démonstrations. À tout à l'heure.
Alors, et c'est un véritable renforcement musculaire, mesdames et messieurs. Vous également, coach Tandakha, également au coach Bou. Merci pour ces capsules quotidiennes que vous nous proposez. Les challenges, c'est pas évident. Je sais qu'Aline Badara et Kane et moi, on a essayé en studio, mais bon, il l'a fait mieux que moi. Bonjour Aline. Bonjour la reine du Comment vendredi. vas-tu? Ça va. Ça va? Ça va bien. Comment t'as fêté ton anniversaire? Bon, ça va dans la sobriété, Très bien. dans le cadre familial, mais avec aussi voilà, beaucoup de... Mais dans la joie. Dans la joie, c'est ouais. toujours voilà, un moment de bonheur sans cesse renouvelé. Et le fait déjà de voir autant de messages qui nous sont destinés, des messages tellement élogieux que je ne mérite même pas, des témoignages. J'avoue Voilà. que tu les mérites pas, ces Et messages. tout cela, donc cela véritablement constitue un véritable, voilà, une source de motivation, une véritable source de motivation pour moi. Et cela me pousse à toujours faire plus, mieux, pour mériter leur confiance. Et vraiment, ça a été des moments très agréables. Et je tiens là à leur dire, à tous ces amis, à toute cette parenté, merci du fond du cœur. Je suis vraiment ému, très honoré de recevoir autant d'éloges de votre part. Et j'essaierai toujours de ne pas vous décevoir. Voilà, c'est cela. Et puis que vous tous aussi, que vous puissiez bénéficier de toutes ces prières tellement généreuses formulées à mon endroit. En tout cas, Diara Modjerejev, merci à vous tous. En tout cas, toutes ces prières, tu les mérites amplement, Aline Badara Kane. Bon, aujourd'hui, je suis en blanc, mais à culpa. Aujourd'hui, vraiment, c'est la paix qui règne sur ce plateau. Vraiment gentil, sincère, surtout généreux. Merci vraiment pour tout ce que tu fais, notamment pour cette équipe Kenkeliba. Je sais que tu es un bon gars. Merci beaucoup. En cas de changement de discours, entre-temps, bon, on a pu archiver. Comme on est en direct là, au moins cette séquence est déjà archivée. Quoi. Voilà. Très bien. En tout cas, ça vient du fond du cœur. Alors, qui sont nos invités de ce matin? Alors, nous aurons un plateau très riche, machallah, très relevé, parce qu'avec un menu vraiment consistant, on va commencer par, disons, l'institutionnel, représenté ici donc, par le professeur Birahim Gueye, qui est donc professeur titulaire, agrégé en sciences de gestion, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, mais il est surtout là en sa qualité de président de l'association sénégalaise des sciences de gestion. Et donc, il va nous parler de leur colloque annuel qui sera abrité par l'AFI de l'université de l'entreprise. Et le thème de ce colloque, bien sûr, qui va intéresser, j'imagine bien, les autres du plateau. Notre deuxième invité, M. Gueye Aziz, et bien sûr le plus jeune Ibrahim Ngom. Ça va parler un peu de l'entrepreneuriat. Et donc, pour être fidèle à leur thème, je vais le dire, diriger une entreprise et faire du commerce à l'ère de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un sujet plein d'actualité, un thème plein d'actualité que l'on va aborder avec notre invité. Ce sera également l'occasion de revenir un peu sur les différentes politiques d'entrepreneuriat, donc entreprises par le Sénégal, et c'est depuis plusieurs années. Est-ce que ces politiques-là ont porté le fruit? Qu'est-ce qu'il faudrait rectifier pour que l'entrepreneuriat soit vraiment plus que jamais dynamique dans notre pays? Et la deuxième partie sera consacrée aux représentants des arts sur ce plateau, un ami de Kenkeliba, parce que nous avons toujours envie, de le recevoir sur ce plateau pour bénéficier de son immense savoir, de sa générosité, voilà, dans le partage en tout cas du savoir qu'il a, ce savoir entre guillemets, machallah, en tout cas très dense dans le domaine des arts. Alors Aziz Gueye qu'on a plus à présenter, Aziz Gueye alias Zigzag. Alors pour les plus intimes, représentant bien sûr du monde des arts, mais surtout de notre belle cité, la capitale du rail, un enfant de Thiès. Il a fait l'honneur donc d'être sur ce plateau. Comédien, metteur en scène, il en a également d'autres casquettes certainement que j'occulterai sur ce plateau. Mais il est là surtout pour nous présenter cette pièce théâtrale aussi, une pièce d'une brûlante actualité, parce que cette pièce met en exergue en tout cas les défis auxquels sont confrontés les pays africains subsahariens par rapport à l'immigration irrégulière. Et alors, le thème, en tout cas le titre l'illustre très bien. Barcelone ou la mort, non à l'immigration irrégulière. Je crois que véritablement c'est une invite à tous les jeunes, voilà, de ne pas tenter cette aventure-là périlleuse, de rester ici, pourquoi pas d'entreprendre. Et certainement, je trouve qu'il y a un lien entre les deux sujets qui seront abordés
dans la première partie. Et enfin, on va faire encore une fois de l'éducation environnementale avec notre jeune invité qui nous vient de Yoff. Yoff, donc cette grande commune Lébou, cette cité Lébou. Et donc, il est là pour nous parler de leur marathon. Un marathon vert, parce qu'il est dédié véritablement donc à la sensibilisation pour une meilleure prise en charge de notre environnement, une conscientisation des populations. Et donc, il va faire le plaidoyer avec nous à quelques heures donc, de ce grand marathon que va abriter donc, cette cité Lébou. Le marathon s'appelle tout simplement, alors on va le dire, voilà, Green Randonnée de Dakar et le marathon de Yoff. Très bien, merci beaucoup Aline Badara Kane pour cette belle présentation de nos 3 invités qui nous accompagnent ce matin. Alors, je commence par le droit d'aînesse, par l'artiste. Alors, on va commencer peut-être par l'université. Comment allez-vous? Je vais bien, merci beaucoup. Ça va, bien réveillé ce matin? Je profite pour les féliciter, souhaiter joyeux anniversaire à M. Kane. Ne lui faites pas autant plaisir ce matin, Aline Badara Kane. Et saluer mes co-débatteurs, si on peut le dire comme ça, ou les autres qui sont présents sur le plateau. Merci à la RTS pour l'invite que vous nous faites. C'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir réellement partagé. Alors, on parle d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est une alternative, on va dire, au chômage, l'entrepreneuriat. A priori, oui. Nous sommes dans des configurations en Afrique de manière générale, au Sénégal en particulier, qui font que les entreprises qui existent et les services publics n'arrivent pas à absorber les 200 000 diplômés qui sortent chaque année de nos formations. À peu près, aujourd'hui, l'économie sénégalaise réussit à absorber entre 50 000 et 60 000 personnes diplômées chaque année, ce qui crée un gap assez important et il est essentiel de promouvoir l'entrepreneuriat pour arriver à créer de nouvelles dynamiques qui soit recrutent les gens qui portent ces projets-là ou bien si les projets réussissent, on a la possibilité de recruter d'autres. Je pense que c'est par cette manière-là qu'on peut dynamiser l'économie nationale. Effectivement, à vos côtés, l'artiste qu'on ne présente plus, Zigzag. Alors, une question, parce que généralement, on disait de plus en plus que le théâtre mourait à petit feu. Est-ce qu'il commence à renaître? Oui, effectivement, par rapport à votre événement, mais on voit de moins en moins des pièces théâtrales au théâtre, par exemple, Daniel Sorano. Oui, tout à fait. Je pense qu'actuellement, le théâtre est en train de vraiment d'avoir un nouveau bond parce qu'aujourd'hui, toutes les créations souffrent de budget, souffrent aussi d'encadrement. En tout cas, le ministère de la Culture est en train de faire un travail excellent à travers le PSDT, qui est le plan stratégique du développement du théâtre sénégalais. Mais il manque encore un peu de cohésion pour que tout baigne, en tout cas. Le théâtre doit retrouver son lustre d'antan. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation de ce matin. Alors, il est également en plateau, le plus jeune de nos invités de ce matin. Il s'agit de Ibrahim Ndong. Comment ça va, bien réveillé? Oui, je suis très bien réveillé et je vous remercie d'ailleurs pour cette invitation. Très bien, Monsieur Ngom. Alors, je vais dire Ibrahim Ngom ou Monsieur Ngom? Ibrahim Ngom. Ibrahim Ngom. Alors, Ibrahim Ngom, on parlait tout à l'heure d'entrepreneuriat. C'est une initiative personnelle, cette randonnée? Oui, en fait, c'est une initiative de 2 associations. Donc, c'est le Club Environnement de Yoff et l'association Avenir du Peuple. Donc, l'année passée, on a eu à faire la Green Randonnée de Dakar avec le Club Environnement de Yoff. Et cette année, également, nous comptons le faire, mais en synergie avec l'association Avenir du Peuple qui a eu à initier le marathon de Yoff. Très bien. On en parlera dans la deuxième partie de ce magazine. J'ai annoncé tout à l'heure en titre Abdoul Aziz Ban, malheureusement, qui n'est pas encore là. Ça a dû être hier son émission, parce que bon, il était en direct pour justement cette émission que la RTS nous propose, l'Avant Cannes, qui nous permet justement de parler un peu de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Côte d'Ivoire à partir de janvier 2024. On va passer la rubrique Sport, toi et moi, ce matin. Mais si
si vous le voulez bien. Hein. Très bien, tu vas m'aider ce matin. C'est extrêmement difficile de remplacer. C'est pas évident. Un spécialiste en la matière qui est donc Abdul Aziz Ban, l'enfant de Pira. Nous connaissons tous sa générosité, voilà, c'est dans le cadre professionnel. Sa générosité tout court. Et certainement, il a eu peut-être un empêchement voilà, de dernière minute. Hein, bien sûr. Bien. En tout cas, lundi, il a quitté Ziguinchor pour venir sur Dakar en vélo. C'est ce qu'il nous a dit. On verra quelles raisons il nous donnera ce matin. Tout de suite, c'est la rubrique sport, juste après le jingle. Inch'Allah. Oui, c'est un rituel, c'était un off. Hein. Servir du quinquiliba, c'est un rituel. C'est effectivement du vrai quinquiliba en plateau, n'est-ce pas, Alioune Badara? Et il n'est pas le premier invité à faire cette remarque. Hein. Certains pensent peut-être qu'il s'agit d'un autre liquide que l'on servirait à nos invités, mais on n'ose pas. Parce que voilà, on essaie de coller à l'esprit un peu de l'émission. Voilà, également booster un peu le Made in Sénégal. C'est vrai. Et c'est pour cela qu'on sert donc du quinquiliba. Que du quinquiliba à nos chers invités. N'est-ce pas, vous confirmez? C'est bien du quinquiliba. et fait par notre experte en la matière, Cathy Bara, hein, avec un goût exquis particulier. Exactement. Et la spécialité de Cathy, c'est vraiment qu'elle le prépare avec beaucoup d'amour. Alors, on va commencer la rubrique sport avec ce premier sujet. Dans une vingtaine de jours, démarrera la Coupe d'Afrique des Nations à Alioune Badara Kane. Bon, un démarrage attendu par tout un peuple, par tout un continent. On sait que c'est un très grand rendez-vous, la CAN. Hein, c'est un moment de brassage, d'évasion, voilà, de fraternisation également, on va le dire, pour beaucoup de peuples. Un moment de répit également pour ces zones-là, en tout cas du continent où il y a voilà, des conflits. Et tout cela, donc, pour montrer qu'au-delà du sport, hein, la CAN quand même vaut son pesant d'or parce que vraiment c'est un moment particulièrement attendu par le continent africain et je pense qu'on peut laisser un peu le soin à notre collègue Fatou Savané de faire un peu l'historique de cette CAN-là. Nous suivons cet élément, on revient juste après. Voilà. Un suspense interminable. Après 120 minutes de jeu, on assiste à la plus longue séance de tir au but de l'histoire, 11-10. Était le plus grand absent de cette finale, suspendu qu'il a été en demi-finale. Sur le podium, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria. Rachidi Yekini du Nigeria est le meilleur buteur avec 4 réalisations et Abedi Pelé le meilleur joueur. Fait marquant de la 18e édition de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le nombre de pays participants est passé de 8 à 12. Les 12 nations sont réparties dans 4 poules de 3. Quant à l'équipe du Sénégal, composée de Victor Diagne, Chersek, Souleymane Sané, Bokandé, Louis Gomis, Baba Touré, Mamadou Taw, entre autres, ne parvient pas à franchir l'obstacle camerounais. Un but de Ebongué à la 89e minute empêche d'accéder en quart de finale. Au soir du 11 février 2024, la Côte d'Ivoire sera-t-elle la terre d'un deuxième sacre pour les Lions du Sénégal? C'était justement un reportage de François Sec qui revenait sur l'historique de la Coupe d'Afrique des Nations. Et à l'image, on a pu voir ce match Ghana-Côte d'Ivoire en 92. Alioune Badara Kane était sur place. Il avait été oublié par son papa dans un bus. Cette histoire, on ne l'oubliera jamais. Alors, tu te rappelles de ces moments? On a pu voir à l'image d'ailleurs l'ancien président de la République, Abdou Diouf, remettre le trophée à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils vont répéter ces schémas ou plutôt le Sénégal va aller arracher cette coupe justement en Côte d'Ivoire? Bon, écoutez, j'y vois un signe du destin. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire ayant gagné sa première CAN au Sénégal nous doit bien également une CAN, hein, parce que dans le cadre un peu de des règles de l'hospitalité, on les a bien accueillis ici. Et je rappelle qu'à l'époque, le président de la Fédération ivoirienne de football, si je ne me trompe pas, un Dien, le prénom j'oublie un peu, je pense que c'est Ousseynou, mais en tout cas le nom de famille c'est Dien, il est donc d'origine sénégalaise. Alors, à la veille de cette CAN, il y avait une certaine polémique en Côte d'Ivoire. On disait, écoutez, l'équipe ivoirienne sera conduite par un Sénégalais d'origine. Doit-on lui faire confiance? Voilà, on sera en terre sénégalaise. Le Sénégal qui court derrière la CAN, le Sénégal qui est notre rival en Afrique de l'Ouest.
voilà, il y avait un petit débat vraiment, on va même dire un peu malsain quand même, en Côte d'Ivoire. Heureusement pour lui, la Côte d'Ivoire a gagné sa première CAN dans son pays d'origine, le Sénégal. Et je crois qu'aujourd'hui, donc presque voilà quoi, 30 ans après, hein, voilà, ils nous doivent bien cette CAN-là. Parce que quand même, on a su respecter le code un peu donc, de l'hospitalité en leur offrant leur première CAN. Nous aussi, c'est vrai qu'on a déjà notre CAN, mais voilà, une deuxième aussi, ça ne ferait pas mal hein, donc au peuple sénégalais. Et je pense que voilà, toutes les conditions sont réunies, pourquoi pas pour un doublé du Sénégal. D'autant plus que quand même, à l'applaudimètre, hein, pour un peu voilà, paraphraser notre doyen Jérôme Diouf, hein, le Sénégal quand même sera extrêmement bien soutenu du côté d'Abidjan, de Yamoussoukro, parce qu'on a une très forte diaspora. Hein. En Côte d'Ivoire, il y a même un quartier d'Abidjan qui est pratiquement majoritairement peuplé de Sénégalais. Et à ce niveau-là, moi, je n'ai aucun doute. En tout cas, cette CAN-là est partie pour être un grand succès plutôt pour le Sénégal, tant sur le plan sportif qu'organisationnel. Parce que quand sur le plan organisationnel, le Sénégal, quand même, se démarque hein, du lot, hein, parce qu'on n'a jamais entendu parler de bruit voilà, qui démotiverait un peu les joueurs. Les joueurs sont toujours dans un environnement extrêmement professionnel. L'État met toujours quand même les moyens. Donc, et puis, on a un groupe sur le plan intrinsèque qui n'a rien à envier aux autres cylindrés du continent. Je crois qu'on est parti, vraiment, pour en tout cas faire une bonne CAN. Voilà, le doublé, ce serait disons, la cerise sur le gâteau. Très bien. Et M. Gaye, bon, on est champion en titre. C'est vrai que toutes les équipes s'attendent à rencontrer le Sénégal et justement, c'est un défi pour eux de battre justement cette équipe nationale du Sénégal. Alors finalement, est-ce que bon, on a vraiment toutes ces chances de pouvoir gagner cette Coupe d'Afrique pour la deuxième fois consécutive, autant pour moi? C'est notre souhait à nous tous, M. Kane vient de le dire. Espérons que cette édition sera la nôtre aussi pour faire le doublé. Maintenant, est-ce que les chances sont de notre côté? Je pense que oui. Je pense qu'avec les joueurs que nous avons, je pense, sans être un spécialiste chevronné du sport et du football en particulier, mais quand on entend des noms comme Sadio Mané, comme Koulibaly, Gana Gueye, Mendy, etc., on pense avoir ce qu'il faut pour être là, avec des jeunes aussi qui viennent, qui sont talentueux. Je pense que le meilleur jeune joueur africain est sénégalais. C'était aussi un Sénégalais l'année dernière, donc on peut avoir l'espoir par rapport à cela, mais ce ne sera pas une CAN facile. Je pense que toutes les équipes ont des joueurs importants, ont des joueurs majeurs. La CAN est devenue une compétition majeure au plan mondial, au point que les joueurs privilégient la CAN au détriment de leur club. On a vu un coach en France dire que les joueurs africains de son équipe se réservent pour la CAN. Ça veut dire que c'est devenu une compétition qui assure une vitrine, qui offre plus de perspectives d'une renommée internationale. Les stars africaines dans le football sont des stars mondiales. C'est à partir de ce moment-là, ce sera une CAN très relevée. Et espérons, on croise les doigts, on supporte, on espère gagner, mais ce ne sera pas facile, je pense. Et sans oublier que la RTS reste le diffuseur officiel de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est une diffusion, on va dire, terrestre. Aujourd'hui, géobloquée au Sénégal et sur les différentes plateformes digitales. Alors peut-être avant de faire intervenir nos deux autres invités, je vous propose de suivre cet élément sur justement l'équipe nationale championne d'Afrique en titre. De Moustapha Nam. Il n'a pas joué la moindre minute, mais il est submergé par l'émotion et ça se comprend dans ces moments-là. Une équipe, c'est pas seulement une personne. Thierno Dramé, submergé par l'émotion. 12 anciens vainqueurs de la CAN seront présents en Côte d'Ivoire pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Tenant du titre, le Sénégal, emmené par le sélectionneur Aliou Cissé, vise le doublé après avoir été sacré pour la première fois lors de la dernière édition au Cameroun. Les Lions sont présentés comme un des principaux favoris par de nombreux observateurs du football africain. La sélection sénégalaise qui a atteint les 8e de finale du Mondial 2022 au Qatar va vouloir défendre chèrement le premier trophée de son histoire, durement conquis en finale face à l'Égypte, 0 but partout, 4 tirs au but à 2, il y a 2 ans. Le Sénégal, champion d'Afrique! Nous sommes champions d'Afrique! Le Sénégal est resté invaincu durant les éliminatoires, 4 victoires et 2 matchs nuls, terminant confortablement premier de la poule L devant le Mozambique, le Bénin et le Rwanda.
Avide de confirmer sa suprématie continentale, le Sénégal est bien armé pour conserver le titre qu'il a brièvement remporté au Cameroun. Adossé à une pléiade de joueurs confirmés, à savoir Sadio Mané, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, le champion d'Afrique en titre peut compter sur de nouvelles pépites lors du rendez-vous ivoirien, dont notamment Lamine Camara de Metz, Nicolas Jackson de Chelsea, entre autres, pour essayer de garder le trophée. Pour la CAN, les Lions du Sénégal vont retrouver le Cameroun. Ils vont aussi affronter la Guinée, toujours coriace, et la Gambie, une des révélations de la dernière CAN en tant que carte finaliste et dont la progression ne se dément pas. Le Sénégal a pour ambition de signer le doublé en remportant le trophée à la CAN 2024. Avec ces images, nous sommes submergés par ces émotions de la Coupe d'Afrique des Nations. Et un petit clin d'œil à Thierno Dramé et Ibrahim Mboub qui ont fait un travail extraordinaire lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Alors Zigzag, revoir ces images, qu'est-ce que ça vous évoque? Ben, vraiment, tout un honneur, un plaisir. Ça remémore quelque part aussi la fierté de toute l'Afrique, mais spécialement vraiment nous Sénégalais, parce que nous avons une équipe favorite, hein. Ça c'est clair. Aujourd'hui, nous pouvons être optimistes pour dire que vraiment nous avons la coupe entre nous et il faut préserver cette coupe, comme l'a dit vraiment mon cher Khan. Alors le plus important, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, le Sénégal n'a ménagé aucun effort et puis les moyens sont mis en place pour que vraiment le trophée revienne au Sénégal. La Côte d'Ivoire est un pays limitrophe. Nous sommes aussi ivoiriens, nous sommes sénégalais, c'est nous dans nous. Donc comme disait le président poète Léopold Sédar Senghor, c'est nous, le Sénégal, vraiment dans le sport, le fair play, tout peut revenir en tout cas au Sénégal. Effectivement. Alors, Monsieur Gueye, on est champion d'Afrique. Forcément, ça galvanise l'équipe nationale, mais en tant que Sénégalais, ça renforce une certaine confiance en soi. Exactement. Donc, cette Coupe d'Afrique nous a fait énormément de plaisir. Donc, on se souviendra toujours de ces beaux moments, en tout cas. Donc, concernant cette équipe que nous avons actuellement, avec de grands joueurs comme Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, et de même que ces nouveaux jeunes joueurs qui sont entrés, en tout cas, de faire du beau travail. Effectivement. Donc, je pense bien qu'on peut avoir la confiance que nous allons bel et bien remporter cette CAN. En tout cas, nous souhaitons une bonne chance à cette équipe nationale, à ces lions du Sénégal et non lions de la Teranga. Tout de suite, on va parler d'un tout autre... Non, dans le même sujet, de Pape Seck, qui est créateur de contenu, qu'on a vu un peu sur les plateformes de digital, que ce soit un peu sur les réseaux sociaux, et également partenaire de la FIFA, qui généralement participe aux différents matchs du Sénégal et qui crée du contenu intéressant. Tout de suite, nous suivons cet élément. On revient juste après. Moi, j'ai découvert ce métier, on va dire, parce que c'est devenu mon métier car je fais ça à temps plein. Je l'ai découvert depuis la CAN du coup, parce qu'avant, je faisais juste des vidéos humoristiques. Maintenant, je fais des vidéos de la création de contenu sport. Donc, moi, je fais ce que j'aime, car le sport, c'est ma passion, notamment le foot. Donc, je fais un peu le reporter. Je vais voir les supporters, je vais voir les ambiances, je vais voir les différents types de championnats. Et là, dernièrement, on m'a vu avec la CAF. Voilà, j'ai été invité pour la cérémonie des CAF Awards 2023, où j'ai vu aussi l'équipe RTS. Donc voilà, franchement, ça m'a fait plaisir d'être invité à une cérémonie comme ça. Ça montre que mon travail, il est beaucoup suivi, beaucoup aimé. Et voilà, qu'il faut que je continue pour continuer à m'améliorer, à grandir et à vous faire plaisir et à faire plaisir à tout le monde. Sénégal, voilà, moi je pense que c'est une équipe, je pense, qui va aller, Inch'Allah, dans le dernier carré. En tout cas, je le souhaite. Et voilà, franchement, il n'y a aucune équipe qui nous font peur. Voilà, franchement, on entend le Maroc, la Côte d'Ivoire et tout, mais c'est nous les champions en titre. Et franchement, on a des très grands joueurs, des très grandes stars. Et je pense qu'ils vont faire le nécessaire pour nous rendre fiers. Donc, je pense que ça va bien se passer.
C'était Papsek au micro de Mamadou Diagne. Il est influenceur. Tu le connais, Alioune Badara Kane? Oui, à travers les réseaux sociaux. On sent vraiment son patriotisme. Parce que je pense que c'est un Sénégalais établi. Il est même né en France, donc franco-sénégalais, mais qui, à chaque fois que l'occasion se présente, démontre tout son attachement pour le pays de ses ancêtres, le Sénégal. Et on a vu comment il côtoie les joueurs, comment il nous donne certains biscuits sur un peu le vestiaire les coulisses, le vestiaire un peu des Lions, parce qu'il a quand même cette faveur-là de certains de nos joueurs. Et vraiment, tout le monde en profite. Nous tous, on prend plaisir à le suivre sur TikTok, chambrer nos adversaires. Comment aussi il a su participer à renforcer le capital confiance des Sénégalais lors de la dernière CAN. Parce que moi, à chaque fois, je me disais, mais comment il fait pour être aussi confiant quand on a vu un peu le début de compétition un peu laborieux de nos Lions. Peut-être que, lui, étant proche des joueurs, il savait un peu peut-être le niveau de détermination et il sentait que ce serait enfin la bonne, que c'était vraiment la bonne compétition pour que le Sénégal puisse décrocher sa première étoile. Et vraiment, c'est un jeune qui nous gonfle de plaisir. Et on lui souhaite le meilleur temps puisqu'il fait partie aujourd'hui des partenaires de la FIFA. Et ça, c'est pas petit quand on sait que quand même la FIFA, c'est une super structure. Supranationale qui brasse beaucoup de milliards. Et quand cette organisation-là fait confiance à l'un d'entre nous, en Sénégalais, cela démontre encore une fois l'expertise de ces enfants du Sénégal à travers le monde. Effectivement, et ça montre également le professionnalisme de ces influenceurs qu'on peut retrouver sur les différentes plateformes digitales. On se rappelle justement des larmes de Papsek, pas de Moustapha Nam, de Papsek justement lors ce qu'on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Ces fameuses larmes à lui aussi. Donc voilà, on va continuer à avancer sur le conducteur avec le lancement de la phase 2 FIFA for School, qui est une compétition justement des différentes écoles de football à Alioune Badara Kane. C'est une bonne chose, parce que je pense qu'on ne doute plus aujourd'hui de l'apport des écoles de football. Si on a pu avoir autant de titres en moins de 2 ans au Sénégal, c'est grâce à ces écoles de football. Certaines ont été muées en centres de formation comme Génération Foot et autres. Je crois que elle constitue notre socle. Effectivement. Et on se doit de les accompagner pour avoir toujours des Sadio Mané, des Idrissa Gana Gueye, capables d'assurer la relève. Et à ce niveau, vraiment, aujourd'hui au Sénégal, c'est très dynamique. Très bien. Et d'ailleurs, je vous propose de suivre cet élément. On se retrouve juste après. Nous sommes à la deuxième phase parce qu'il y avait une première, c'était la formation des formateurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la démultiplication et nous avons choisi Thiès pour être là aujourd'hui, mais cette démultiplication est en train d'être faite à travers tout le pays, c'est-à-dire les 6 académies du Sénégal. Les gens l'ont fait depuis hier, donc c'est pour 48 heures. Et quand on aura terminé cette phase de démultiplication, maintenant les gens vont entrer en plein pied par rapport maintenant au programme. Parce que c'est des compétences qu'il faut installer et inculquer aux enfants au niveau de l'école. Et je pense que la FIFA, quand même, en le faisant, a ciblé un certain nombre de pays. Et aujourd'hui, le Sénégal, quand même, a eu le privilège d'être choisi parmi ces nations-là. Et je pense que c'est tout bénéfique, quand même, pour notre éducation, pour les enseignants, mais aussi pour nos élèves. Le programme FIFA Football for School, qui est un programme d'enseignement des compétences de vie, des valeurs positives de notre société, mais à travers le football. Ce prétexte du football, c'est qu'il est préférable de trouver l'enfant dans son environnement, dans ses aspirations personnelles, pour en profiter, pour lui inculquer les valeurs que nous voulons. C'est pourquoi nous avons accepté, dès la proposition de la Fédération sénégalaise de football, ce projet de la FIFA. Et c'est le ministre de l'Éducation qui a signé la lettre d'acceptation du Sénégal qui autorise la participation à ce programme. Et je vous Cet extrait par rapport au concours, plutôt au lancement de la deuxième phase FIFA for School. Peut-être vous faire intervenir, M. Gay, c'est une belle initiative qui permettrait également c'est-à-dire subvenir à la relève de cette équipe nationale. L'équipe A, aujourd'hui, on va de plus en plus vers les plus jeunes pour détecter les talents. Et aussi, c'est de l'entrepreneuriat. C'est vrai. Quand même, c'est un vrai business aussi pour ces responsables de centres de formation. On voit qu'ils se font des milliards
Voilà, grâce donc à la formation de ces jeunes joueurs qui sont après placés auprès des grands clubs européens. Et c'est une manne. Je pense que cela démontre encore une fois aujourd'hui l'importance de l'économie du sport, s'il est bien compris, hein, si cela est bien compris, je vais le dire, par nos dirigeants. En fait, il faut dire que aujourd'hui, l'économie du sport est marquée par des dynamiques profondes. Pendant longtemps, ce sont les recettes billetteries qui ont contribué à développer les revenus des entreprises de sport ou des clubs de sport. De plus en plus, on est dans le monde de l'entertainment qui se veut un cadre de diversification des sources de revenus. Et à ce titre, il est important pour les clubs de se lancer dans la formation initiale afin de développer des talents capables d'être vendus. Je pense qu'on a parlé de l'exemple de Génération Foot, on a parlé de l'exemple de Djambar. Ce qu'on voit aussi au Sénégal comme dynamique, c'est d'avoir d'anciens joueurs qui viennent créer des centres de formation, avoir un espace de formation de bonne qualité avec la philosophie occidentale, ce qui fait que nos joueurs s'adaptent beaucoup plus facilement aujourd'hui lorsqu'ils sont emmenés en France, aux États-Unis, en Espagne ou dans ces pays européens. Donc effectivement, c'est de l'entrepreneuriat. Et je pense que même dans notre pays, on devrait faire de la culture, du sport, des leviers de développement entrepreneurial assez forts parce qu'on n'entreprend pas sur du néant. Il faut du contenu et ces éléments-là peuvent brasser du monde, créer des emplois et constituer des sources de génération de revenus assez importantes. Donc c'est une très belle initiative. Effectivement, et de plus en plus on voit les différents clubs au Sénégal travailler autour du marketing. Justement, en parlant de clubs, on va passer aux résultats de la 9e journée de la Ligue 1. Alors avec ce tableau, alors le programme ou le programme plutôt. Alors FC Tenguet qui rencontrera à 16h30 le Diaraf, Diamono Fatick, US Gorée à 16h30 au stade Sembène ce dimanche 24 décembre. Linguère face à Dakar Sacré-Cœur. Alim Bedarakan, je sais que tu serais plus pro Linguère, ce sera au stade Mawad Ouad et ce sera à 16h30 de Saint-Louis. Oui, je pense quand même que la Linguère fait partie de ces clubs historiques là, du football sénégalais. Bon, c'est vrai que Dakar Sacré-Cœur, c'est... comparé à la Linguère en termes d'aura, il n'y a pas photo. La Linguère est vraiment d'un cran, même de plusieurs crans au-dessus. Mais Dakar Sacré-Cœur a fait un sacré bon travail qui lui permet aujourd'hui d'être donc régulièrement dans l'élite du football sénégalais, même si la vocation première, il faut le dire encore toujours, Dakar Sacré-Cœur, est de former des joueurs et essayer de les placer auprès de ces grands clubs, alors que la Linguère reste un club traditionnel, donc qui a beaucoup plus, bien sûr, de popularité. Maintenant, si vous me permettez, sur ce plan-là, je disais, parce que j'interviens dans le cadre du master CIS FIFA au niveau de l'INSEPS, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je dis aux étudiants que le modèle économique de la formation est un élément important, mais il ne faudrait pas que nos clubs considèrent ce modèle-là comme le modèle parfait. Parce que ce sont des modèles qui peuvent être liés à des aléas sportifs. Lorsqu'un club vend 1 ou 2 joueurs qui ne réussissent pas en Occident, rapidement on peut remettre en question la qualité de la formation et ça pourrait faire tomber le modèle économique de l'entreprise de manière importante. Je pense qu'il nous faut, comme on le dit dans d'autres domaines, avoir une logique de développement endogène du sport et faire en sorte que la qualité de la formation, le bassin important de joueurs au Sénégal puisse nourrir un championnat local de qualité et qui va amener je le disais tout à l'heure, de l'entertainment, des investissements, du sponsoring et faire que le championnat local soit un championnat de qualité. Attractif, on peut normalement avoir un championnat du même niveau que dans les pays du Maghreb. Il faut juste de la volonté et c'est pour ça que j'en appelle aux responsables de ces clubs qui deviennent des clubs importants, Génération Foot, Djambar, Dakar Sacré-Cœur, Diaraf, etc., de faire en sorte que certains joueurs ne partent pas comme on le voit aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit un bon modèle et ça pourrait avoir un impact important. Je le dis d'autant plus que nous sommes à un moment où ça marche. Je le dis pour prévenir parce que ce serait important de ne pas laisser les choses aller et ne pas marcher dans le continu. Et vous avez parfaitement raison, professeur. Vous avez parfaitement raison. Très bien. Et on continue justement avec ce tableau de la 9e journée. Tous ces matchs qui seront justement joués à 16h30 et ce 24 décembre. Alors on continue
avec cette affiche justement, Francis, ACS Pikine qui rencontrera le Casa Sport, Stade de Mbour Sonacos et US Ouakam qui rencontrera le Diambar SC qui sera justement joué au stade municipal de Ngor. C'est bien. Aline Badarakan, la deuxième journée. Oui. La deuxième ligue plutôt. La Ligue 2. La Ligue 2, oui, c'est vrai. On peut, je pense, clôturer, avec la Ligue 2. Très bien. Alors, on affiche justement la Ligue 2, différents matchs qui se dérouleront pour cette 9e journée ce samedi 23 décembre. RC ça doit Yoff. intéresser notre jeune invité, M. Ngoma, RS Yoff, qui retrouve la Ligue 2, qui est quoi à une chambre, plutôt à une marche de la Ligue 1. Très bien. Et Demba Diop qui Walidan de Thiès, une équipe mythique, qui a gravi tous les échelons pour être aujourd'hui dans l'antichambre, disons, de la Ligue 1 aussi. Donc bravo aux dirigeants de Walidan. Mon père y a été gardien de but. Ah bon? Voilà, c'est ça. Demba Diop de Mbour, contre une autre équipe également de Thiès. Vous voyez donc Thiès qui est bien représenté encore non, mais c'est l'élite du football sénégalais. Parce que c'est une ligue professionnelle. Oui. La Ligue 2, tout comme la Ligue 1, sont des ligues professionnelles. Voilà, donc, mais c'est parce que tout simplement Thiès ne cesse d'être pillé par les autres équipes. En termes de talent pur et tout, Thiès quand même offre beaucoup au Sénégal. Donc l'AS Douane, NGB, donc NGB aussi qui revient en force après son passage en national. Alors le CNEPS aussi, une autre équipe de Thiès, vous voyez, face à Oslofa. Amitié FC, bon, c'est également dans la région de Thiès, à Mbour. C'est le club qui a été repris donc par Dembaba contre le Duc. HLM, enfin un club de Dakar. HLM contre AGL. Et AGL qui nous vient de Rufisque, Très bien. un pays lébou. Et voilà, Ndiambour, Keur Madior encore, une autre équipe de Thiès. Donc vous voyez, donc Thiès finalement se taille la part du lion dans la Ligue 2. Très bien. Et c'est tout ce qu'on pouvait retenir justement de cette 9e journée de la Ligue 1 et la Ligue 2 qui se dérouleront le 23 et 24 décembre 2023. Alors on va avancer sur le conducteur. La rubrique invitée, c'est juste après le jingle. Alors, Aline Badarakan, on commence par Monsieur Gay. J'aurais aimé le titiller, parce qu'il a bien dégusté le Kinkeliba et un Gayen et une Seken qui se rencontrent sur un plateau, c'est pas forcément évident. Ah non. Non, il n'y a pas de problème. Pour cette fois-ci, je vais accepter. Mais je sais qu'en coulisses, j'ai vu tout ce que vous avez mangé, donc il n'y a pas de problème. C'est deux gays finalement qui sont face à moi. Attention. Elle a à portée de main son paquet de biscuits. Pas du tout, Aline Badarakan. Bon, il nous titille. Voilà, c'est ça, heureusement. Aline Badarakan, c'était toi. Merci d'être sur ce plateau, professeur. C'est un grand plaisir, un immense honneur aussi pour nous, pour nous entretenir avec vous sur un peu le secteur de l'entrepreneuriat. Le prétexte étant bien sûr la tenue de votre colloque annuel, un colloque habilité par AFI. AFI aussi, une grande structure, une grande université qui se distingue dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'à ce niveau, elle fait partie des pionniers. Elle est vraiment pionnière dans le domaine, dans le secteur. Alors je fais encore votre présentation, même si elle ne saurait être exhaustive, parce que quand même le CV, machallah, est aussi long qu'un bras, machallah. Alors vous êtes professeur titulaire, agrégé en sciences de gestion, enseignant-chercheur à l'université, la grande université donc Gaston Berger de Saint-Louis, mais aussi et surtout, vous êtes là pour cette qualité-là. Vous êtes le président de l'Association sénégalaise des sciences de gestion. Et ce colloque-là, le thème retenu donc reste bien sûr l'entrepreneuriat, diriger une entreprise et faire du commerce à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce une invite pour nos entreprises, pour l'entrepreneuriat sénégalais, les entrepreneurs sénégalais à être beaucoup plus en phase avec les innovations du secteur liées, bien sûr, au numérique. À ce niveau, est-ce que nous sommes bien en phase ou bien qu'est-ce qu'on devrait faire pour que le commerce ici, dans notre pays, soit beaucoup plus boosté, beaucoup plus porté par l'intelligence artificielle, professeur? Merci beaucoup, M. Khan. Encore merci à la RTS pour cette invitation. C'est un plaisir d'être là. Je devrais commencer par remercier AFI, Université de l'entreprise, d'avoir accepté d'accueillir cette année l'édition spéciale de notre colloque annuel international dans le cadre de l'Association sénégalaise des sciences de gestion. Effectivement, nous avons parlé, parce que ça s'est déroulé les mardis 19 et le mercredi 20, du thème de diriger une entreprise et faire du commerce à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est un thème que d'aucuns
considérerais d'actualité, même si l'intelligence artificielle existe depuis plus de 50 ans. C'est ancien, c'est quelque chose de très profondément diffusé de par le monde avant qu'on en parle aujourd'hui. On en parle aujourd'hui surtout parce que c'est l'ère de l'intelligence artificielle générative à travers les chatbots et des applications qui sont beaucoup plus proches des utilisateurs, et c'est pour cette raison-là que c'est devenu un sujet d'actualité. Effectivement, à travers ce colloque, nous avons voulu poser la question du niveau d'intégration de l'intelligence artificielle dans le management de nos entreprises, dans le management de nos organisations, mais également dans les activités commerciales de ces entreprises, afin de voir est-ce qu'on profite de cet écosystème, étant entendu que le Sénégal regorge aujourd'hui de structures de formation de très haute qualité en matière de développement technologique, en matière de développement logiciel, en matière d'application. Je pense, ça a été bien ordonné, commence par soi-même, à l'IPSL, l'Institut Polytechnique de Saint-Louis. Je pense à l'École supérieure polytechnique de Dakar, bien entendu. Je pense à l'École polytechnique de Thiès et d'autres établissements qui sont sur la place, qui forment de très très hauts cadres, des gens qui sont capables de produire des applications de très haut niveau. Il nous faudrait arriver à asseoir une logique numérique dans les activités de nos entreprises, parce qu'on a beaucoup à y gagner, même s'il faut aussi tenir compte des effets et des effets négatifs que cela pourrait induire, notamment sur l'emploi, notamment sur d'autres éléments qu'il faudrait considérer. Mais c'est une très très bonne chose que d'avoir le numérique comme appui, comme soutien, comme outil pour le monde de l'entreprise, aussi bien en intra, c'est-à-dire en in-office et en out-office, pour permettre à ce que les entreprises puissent se développer véritablement. Alors, l'intelligence artificielle, d'aucuns disent qu'elle est une menace pour certains métiers. D'autres pensent plutôt que l'intelligence artificielle nous accompagne pour faciliter notre quotidien. D'autres encore peuvent dire que l'intelligence artificielle développe le fainéantisme un peu chez, on va dire, chez l'humain. Alors, selon vous, est-ce un apport ou plutôt est-ce plutôt, bon, on va dire, un frein pour justement, on va dire, l'humanité? En fait, il y a de tout ce que vous avez dit. C'est un outil, c'est comme un véhicule, on peut en faire du bien comme du mal. Tout dépend de la manière dont c'est utilisé. Et aujourd'hui, effectivement, ça peut être un appui pour faciliter la collecte d'informations, pour enrichir les textes qu'on produit. Parce que quand on pense à l'intelligence artificielle, de plus en plus, on pense à l'intelligence artificielle générative, donc les chats GPT et autres. Ça facilite, voilà, on demande à un collaborateur de rédiger un texte, sur ChatGPT, vous produit un texte quasi parfait, mais qui peut être limité par le manque d'éléments de contexte, par le manque de subjectivité. L'individu étant caractérisé par la subjectivité, il est important de pouvoir avoir la complexité nécessaire qui constitue la réalité. L'intelligence artificielle est configurée de manière à être très mécanique dans ses approches, etc. Donc il faudrait arriver à en faire une utilisation correcte. Mais c'est important de l'utiliser. Lors de nos échanges, on a pu considérer que l'intelligence artificielle ne saurait constituer un ennemi à l'homme. Ça va être quelque chose qui va être un support, un appui, mais il faudrait un encadrement. On a beaucoup aussi insisté sur l'importance de la qualité des données. Aujourd'hui, en Afrique, au Sénégal en particulier, nous sommes plus dans des perspectives consommateurs. Il nous faudrait être dans une perspective de développeurs, dans une perspective de production de contenu. Et c'est de cette manière-là que ça va aider et ça va permettre une diffusion de la connaissance beaucoup plus facilement. Mais oui, ça peut créer du chômage, ça peut créer de la perte d'emploi, mais ça peut aussi permettre de générer d'autres types d'emplois. Avec l'ordinateur, il y avait des emplois qui existaient, que l'ordinateur a fait disparaître. Aujourd'hui, ça a permis aussi d'en créer d'autres. Il ne faut pas avoir peur de ce progrès-là. De se réinventer. Mais il faudrait également que, pour que l'Afrique puisse en tirer davantage profit, qu'elle puisse protéger les données de ses
ses ressortissants. Et c'est là où se situe, en tout cas, selon moi, la grande équation pour le continent africain. N'importe qui d'entre nous, peut-être sur le plateau, a eu à l'expérimenter ou bien peut-être à le constater. Il vous suffit d'être sur un moteur de recherche, de faire peut-être quelques investigations sur un domaine, voilà, disons. Et au bout d'un certain temps, vous recevez une masse de demandes, de commerciaux établis à l'autre bout du monde. Ça veut dire que vos données ont été bien disséqués et on vous propose des produits, de la marchandise et qui n'est pas fabriqué ici en Afrique, qui n'est pas des produits manufacturés qui ne viennent pas du continent. Et nous nous contentons d'être tout simplement consommateurs, d'éternels consommateurs, alors que nous avons nos entreprises. Mais est-ce que nos entreprises aujourd'hui font comme celle-là des autres géants en essayant d'avoir peut-être des informations sur leurs propres nationaux, sur peut-être leurs demandes, leurs besoins, et ainsi contrecarrer cette concurrence-là qui semblerait un peu déloyale sur les bords, parce que quand vous voulez comparer Amazon à certaines quand même de nos structures, le fossé, il est énorme. Donc, cela remet encore à nouveau sur la table la question de l'importance des données, que ces données-là puissent d'abord servir au continent africain et qu'elles ne soient pas, disons, plus un levier, encore une fois, d'influence des autres sur le continent. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, vous évoquez une question essentielle dans la mesure où il y a plusieurs éléments dans la question. Il y a, et je retiens ça en priorité, l'élément production industrielle, c'est-à-dire qu'est-ce que nous offrons. Et je pense que tout peut nous tomber dessus si nous n'avons pas une production capable d'être vendue et que cela puisse servir et, satisfaire une demande, satisfaire des besoins. On ne peut pas réussir à profiter de n'importe quelle technologie qui arriverait. Donc, il y a la question déjà de la production locale. Production locale dans l'industrie, dans la micro-industrie, dans les PME, production locale aussi dans l'artisanat. Qu'est-ce qu'on produit? Est-ce que ces produits sont de qualité, sont suffisamment à même de satisfaire les demandes et les besoins des consommateurs? Ça, c'est un élément fondamental. L'autre élément fondamental sur lequel il faudrait rester, c'est sur la capacité à exploiter les données que nous laissons, les traces que nous laissons sur Internet et à pouvoir proposer une offre de qualité capable de prendre en charge cela. Donc, il y a ces deux dimensions-là qu'il faudra distinguer. Et j'ai envie de parler, comme ce fut le cas lorsque l'on a parlé du pétrole et du gaz, de local content. Quel est le contenu local que nous mettons sur la table qui pourrait être capable d'absorber ces marchés-là, d'autant plus que le monde est devenu planétaire. Le consommateur sénégalais, s'il ne trouve pas ce qui satisfait son besoin localement, il ne va pas hésiter à aller ailleurs. Je dis souvent à mes étudiants que le consommateur n'est pas citoyen. On a beau faire des campagnes de consommation locale, etc. Le consommateur n'est pas citoyen. Le consommateur n'a qu'une seule contrainte, c'est la satisfaction de son besoin au meilleur prix. Si vous voulez le conquérir, surtout dans ce contexte mondial, il faut réussir à lui proposer ce qui va dans le sens de ses intérêts. Et aujourd'hui, je pense que sur ce plan-là, il y a des efforts à faire, même si, il faut le dire, nos jeunes entrepreneurs, nos artisans, notre écosystème entrepreneurial est en train de faire un travail fabuleux pour combler ce gap en termes de contenu local. Alors, vous avez parlé de l'écosystème entrepreneurial. Alors, à ce niveau, comment vous trouvez, par exemple, les mécanismes qui ont été mis en place par l'État depuis un certain temps? Donc, on trouve qu'il y en a trop, d'autres non. Il faut encore en créer. Certains s'y perdent. Vous, quel serait votre avis? Si on devait un peu juste toutes les lister, ces structures qui sont dans le secteur de l'entrepreneuriat, quand même, elles sont un peu... Voilà. En fait, l'État du Sénégal, depuis, et ça ne date pas d'aujourd'hui, je pense que depuis plus de 15 ans, ou même, je suis tenté de dire, depuis une vingtaine d'années, a fait des efforts sur l'établissement d'un écosystème entrepreneurial de qualité, en créant des agences, en créant des entités qui sont dans l'accompagnement, en créant des agences qui sont dans le renforcement de capacités, en créant aussi des structures pour accompagner vers le financement. On est même allé plus loin en créant des dispositifs de financement avec des prêts d'honneur, etc. Donc, autant de choses qui, aujourd'hui, créent un écosystème avec des acteurs qui sont parfois complémentaires,
parfois qui se marchent dessus. Et il est important, je pense, qu'on arrive à assainir cet écosystème-là et à faire en sorte que les acteurs soient complémentaires et surtout qu'on soit dans une logique de service aux entrepreneurs. Nous, quand on fait des recherches sur cette question-là, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup trop d'interventions sur des phases qui ne sont pas essentielles dans le projet entrepreneurial. Ou bien il y a des phases importantes sur lesquelles l'État n'est pas là. L'entrepreneur, c'est après la création, lorsqu'il faut lancer ses faire ses premières ventes, encaisser ses premières factures, être confronté à ses premiers besoins en fonds de roulement, qu'il a besoin d'accompagnement. Et c'est à ce niveau-là que les entreprises manquent d'accompagnement. On est plus dans la phase d'idéation, c'est-à-dire la phase de validation de l'idée entrepreneuriale, dans la phase de recherche de financement. Mais là où il faut accompagner l'entrepreneur pour lui permettre d'avoir les outils nécessaires pour se développer, là, il manque encore aujourd'hui d'accompagnement. Et il faudrait qu'on améliore un peu plus sur ces situations-là pour réussir à avoir un tissu entrepreneurial de qualité. Mais surtout, et ça j'insiste là-dessus, il faudrait considérer l'entrepreneuriat de manière importante, lui donner toute son importance, mais pas plus que cela. Aujourd'hui, on ne peut pas développer le tissu entrepreneurial sénégalais, les entreprises sénégalaises, si on ne réussit pas à identifier des projets à très haute valeur ajoutée et leur donner l'accompagnement nécessaire sur une période suffisamment longue pour faire des champions nationaux. On n'a pas besoin de créer un entrepreneuriat de pauvreté. Et aujourd'hui, il y a certains dispositifs qui maintiennent dans la pauvreté plutôt que créer une dynamique vertueuse. Bon, j'espère que là, vous ne faites pas allusion au nanocrédit, par exemple. Oui, bien sûr que oui. Ah, donc on en reparlera alors dans la deuxième partie. Merci, professeur. Hein, merci pour ces éclairages de très grande qualité donc, sur le secteur de l'entrepreneuriat. Donc je rappelle que vous êtes là pour revenir avec nous, bien sûr, sur votre colloque annuel à travers donc, les actions de l'Association sénégalaise des sciences de gestion. Et d'ailleurs, on va parler de cette association, des actions que vous déployez au fil de l'année. Et puis également, bien sûr, faire un peu le programme de ce colloque-là, dans la dernière partie, Inch'Allah. Et donc, on va se tourner vers le plus jeune du plateau, hein, le Benjamin, hein, avant de terminer par la culture. Hein, voilà, c'est ça. Donc, je ne dirais pas que... Voilà. On aime bien finir généralement les vendredis par la culture. C'est une tradition qu'on va respecter. C'est une injonction du responsable des monnaies de l'autre côté. Voilà. Très bien. C'est ça. Alors on continue justement avec M. Ngom qui est venu nous parler d'une activité que tu aimes bien, oui, bien sûr, tout ce qui est environnement et c'est tout simplement des actes citoyens qu'on doit tout un chacun justement mener en tant que Sénégalais. Je te laisse et le continuer. club environnement de Tivaouane-Peulh aurait bien aimé se joindre à cette activité plus que noble et extrêmement citoyenne. Il s'agit donc de faire le plaidoyer pour une meilleure prise en charge de notre environnement, par le biais du sport. Hein. Je pense que quand même c'est deux parfaits alliés. Alors sur place, comment vous déployez vos actions dans la commune de Yoff et même au-delà pour qu'au Sénégal, qu'on puisse avoir enfin un environnement, disons, sain, avec bien sûr l'engagement total des populations? Donc déjà, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Donc concernant nos actions dans le domaine de l'environnement, au niveau de la commune de Yoff par exemple, nous faisons beaucoup d'activités de sensibilisation surtout liées à ce qui concerne la gestion des déchets. Parce que c'est un problème qui est fondamental. Donc, à travers des actions de nettoyage et de reboisement également, et de formation. Donc, nous avons divers programmes, tels que notre programme Un mois de quartier, où chaque mois, nous partons dans un quartier de la commune pour faire des activités citoyennes avec les ASC, associations sportives et culturelles, avec également les autres associations locales. Donc, dans le but également de les inclure, de les mettre, en tout cas, sur le terrain en tant qu'acteurs. Ah, ça c'est bien. Je pense que ça c'est quand même une belle initiative, hein, des initiatives à encourager. Hein. Alors, mais est-ce que vous faites également ce travail-là important pour que ces acquis soient préservés? Parce que souvent il y a des opérations ponctuelles qui sont menées dans les grands quartiers du Sénégal, mais juste quelques jours après le passage de ces braves équipes et tout.
voilà, on retourne à nos mauvaises habitudes. Alors ça veut dire quoi? Que peut-être il y a un fatalisme finalement qui a fini par s'installer. Alors école qu'on pourrait bien combattre. Parce que ce qui réussit ailleurs, pourquoi on ne peut pas le réussir ici dans notre pays? Pourquoi chacun ne pourrait pas être un éco-citoyen? Alors à ce niveau, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour que ces gestes-là puissent perdurer et qu'on puisse savoir que c'est une priorité absolue pour tout citoyen que de prendre soin de son environnement? Exactement, donc c'est la raison pour laquelle même d'ailleurs le thème de notre green randonnée ou bien c'est le marathon de Yoff, on l'a choisi avec ce thème. Par exemple, c'est l'éducation environnementale et quelle approche pour quand même sensibiliser davantage la population. Par exemple, nous, au niveau de notre association, c'est à travers ces actions citoyennes que nous imposons à la population à quand même changer de mentalité. Par exemple, lorsque nous faisons notre programme au moment de quartier, les meilleurs quartiers seront primés. Et maintenant, au fil du temps, il y a quand même une sorte de concurrence positive entre ces quartiers. Et nous allons se prendre en compte, par exemple, le suivi au niveau des plantes, les initiatives que les quartiers également font, mais également, par exemple, essayer d'aller sur le terrain et d'impliquer également les enfants, parce que ça aussi, c'est une chose qui est fondamentale. Alors, impliquer les enfants, oui. Quand on parle de Yoff, je pense automatiquement à la zone côtière, l'activité, la pêche, beaucoup de marchés aux poissons, de poissons. Alors, aujourd'hui, autour de cela, est-ce que vous menez des actions, notamment pour la préservation de cette zone côtière-là, et au-delà de ça, pour la propreté autour vraiment de cette zone-là? Donc, comme vous le savez, par exemple, au niveau de Yoff, nous avons la chance d'avoir la belle plage de Yoff, qui est vraiment très belle. Donc, sauf que maintenant, c'est un peu décoré par des déchets plastiques partout. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à travers les actions que nous menons, nous allons sur le terrain pour organiser des séances de sensibilisation. Très bien. Pour également parler aux acteurs qui sont là-bas. Par exemple, on a eu à faire des panels, mais souvent en langue locale. Très bien. Pour aussi leur permettre de comprendre ce qui se passe réellement avec ces déchets plastiques ou bien avec les autres types de pollution. Ce que nous menons au quotidien également. Et là, je pense que quand même, au regard de ces actions, plus qu'on nomme que vous c'est de déployer au profit un peu de votre commune, Yoff, et même si ça impacte tout le Sénégal, parce que chaque acte environnemental posé quelque part impacte aussi le reste du territoire national. Vous méritez bien le soutien de votre édile, de votre commune. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a le soutien de la mairie de Yoff que vous ressentez, parce que quand même vous dirigez vers une activité extrêmement importante et qui demandera, j'imagine bien, en termes de logistique, pas mal de moyens. Donc, concernant le Green Week Sport, par exemple, donc, on a eu à rencontrer le maire. Et d'ailleurs, même, on a eu à travailler dans quand même beaucoup de projets. Donc, et même en dehors de la commune également, on a eu à collaborer avec d'autres communes, telles que la commune de Golfe Sud. D'accord. Ok, et là, la commune de Yoff s'est engagée à vos côtés. Exactement. Ok, rappelez-nous le programme, M. Ngom. Donc, le Green Week Sport, c'est un événement qui va se dérouler sur 2 jours, le 23 et 24 décembre. Donc, le 23, nous allons faire un panel de sensibilisation avec différents acteurs. À l'image de Dr Goronia, qui est le directeur du Centre d'éducation et de formation environnementale. Très passionné que l'on a reçu ici. Exactement. Oui. Donc, il y aura également d'autres acteurs comme Djibigna, Abdou Touré, et voilà, Yerosa, etc. Très bien. Donc, maintenant, concernant le dimanche, il y aura quand même 2 activités phares de ces 2 associations. Donc, le Club Environnement Yoff et l'association Avenir du Peuple. Donc, il y aura la 2e édition du Marathon de Yoff qui avait regroupé plus de 347 participants l'année dernière. Très bien. Et cette année, nous allons le faire avec 2 circuits de 21 et de 10 km, mais également il y aura
la présence des gens qui feront du handisport également. Très bien. Donc, à part ça aussi, il y aura la Green Randonnée de Dakar qui est une marche verte. Donc, où nous ferons un éco-jogging. C'est-à-dire, nous allons marcher tout en ramassant les déchets. Très bien, c'est un beau concept, ça. Voilà, donc, et aussi, à part ça, nous allons aussi profiter de cette occasion pour également honorer cette Yofa qui ont marqué en tout cas la commune. Très bien. Ah, mais en tout cas, bravo, félicitations. Vraiment, vous méritez même quelques applaudissements pour cette action-là. Parce que quand je vois un jeune qui s'engage pour la préservation de l'environnement de notre pays, je suis aux anges, je suis heureux. Ouais. Je me dis que pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour beaucoup de jeunes du Sénégal, ce n'est pas encore une priorité. Or, cela devrait l'être, hein, parce que quand même, aujourd'hui, le péril est là. Quand on fait un peu certaines zones du pays, on est meurtri par l'état un peu d'insalubrité, alors que cela, quand même, pourrait bien et bien disparaître de notre environnement, parce que ce n'est pas une fatalité. Comme je le dis, nous sommes tous humains. Le Sénégalais n'est pas de moins de dignité que le Japonais. Pourquoi le Japonais, lui, il prend soin de son environnement, le Sénégalais, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il expliquerait? Peut-être qu'il y a un catalyseur à faire activer. Et ça, vous y êtes. Donc, vraiment, chapeau et bravo. Bonne continuation. Bravo. Et les 20 dernières minutes seront consacrées aux acteurs culturels représentés par Aziz Gueye, alias Zigzag. Effectivement, et nous redonnerons également la parole à nos autres invités qui nous accompagnent ce matin. Vous êtes nombreux à nous suivre sur nos plateformes digitales. Alors, Samba Guissé qui dit il faut de l'intelligence pour une utilisation rationnelle de l'intelligence artificielle. Sinon, c'est Amazon qui ramène. La mobilisation témoigne de l'engouement autour du candidat de la grande coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. L'Alliance pour la République, tête de pont de la majorité, joue ainsi son rôle de locomotive. Pour le Conseil national, la plus haute instance du parti, l'acte posé ce jeudi est important dans la perspective de l'élection présidentielle de 2024. Devant les militants, sympathisants et responsables de la paire, le président du parti, Macky Sall, est ainsi accueilli en grande pompe. Le Conseil national est transformé en congrès extraordinaire d'investiture du candidat Amadou Ba. La résolution entérinée, les travaux sont ainsi lancés par le président Macky Sall, ouvrant ainsi une série d'allocutions. Jeunes, arabisants élus prennent tour à tour la parole, validant le choix porté sur Amadou Ba pour la prochaine présidentielle de 2024. Moment fort, très attendu, les allocutions du candidat Amadou Ba et du président du parti Macky Sall. C'est dans ce mythique auditorium Khali Amar Fall que Cheikh Anta Diop avait animé le symposium de 1982. 4 décennies après, la communauté universitaire célèbre celui que l'on surnomme le pharaon noir. Éminente figure de la pensée africaine, Cheikh Anta Diop a légué au continent un patrimoine intellectuel inestimable. En ce jour mémorable, nous sommes convoqués non seulement pour honorer la mémoire d'un passé glorieux, mais également pour semer les graines d'un futur radieux. C'est sous l'étendard de Cheikh Anta Diop que nous nous rassemblons, un étendard qui flotte haut, incarnant la bravoure intellectuelle et le courage académique dans une Afrique résiliente qui se réinvente sans cesse au gré des défis inédits qui se dressent sur son chemin. Son œuvre monumentale a éclairé le siècle, dira le professeur Ahmadou Ali Mbaye. Le recteur de l'UCAD prône l'appropriation de sa pensée pour faire face aux défis du XXIe siècle. Chers élèves, chers étudiants, vous représentez l'avenir de notre continent. Vous avez le devoir de poursuivre les idéaux de Cheikh Anta Diop en contribuant à l'éducation, à la recherche et à la construction d'une Afrique unie et prospère. C'est dans cette perspective d'un panafricanisme articulé sur le socle
de l'unité culturelle du continent, fondée sur la parenté des langues et des cultures africaines, que s'est orienté l'essentiel de son œuvre politique. C'est bien sûr pour nous, à titre familial, un réconfort moral de constater que les efforts que Cheikh Anta Diop a consentis toute sa vie durant pour œuvrer à créer les conditions d'un épanouissement de ses compatriotes sénégalaises et sénégalais et au-delà des Africaines et des Africains dans toute leur diversité d'origine, de culture, de confession, de classe sociale, que ces efforts, disais-je, demeurent très présents dans la mémoire collective africaine. Place à la conférence publique. Professeur Someyo Poreka et professeur Aboubakri Moussalam, deux disciples de Cheikh Anta Diop, ont revisité son œuvre et les défis de reconstruction d'une pensée audacieuse pour l'Afrique. Il va montrer que contrairement à ce qui a été dit, l'Afrique n'est pas à la traîne, que la place de l'Afrique dans l'origine de l'humanité est une place prépondérante. L'humanité entière s'explique par le berceau africain. Donc là où les gens disaient que l'Afrique est un continent qui a été peuplé par des envahisseurs, Cheikh Anta va inverser la chose et dire que c'est à partir de l'Afrique que toute la planète a été peuplée. Quelque chose de fondamental. C'est donc parti pour un festin scientifique et culturel. Du 21 au 29 décembre se tiendront des panels et expositions sur de multiples thématiques à Dakar. Une visite à la maison de Cheikh Anta à Tietou mettra fin aux festivités du centenaire. C'était le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. On continue justement avec la rubrique invité. Et ce matin, nous recevons en plateau Abdoul Aziz Gueye, un Guéhen qui justement est face à une séquenne. Attention, je vous vois boire votre tasse de Kinkeliba depuis tout à l'heure. Alias Zigzag, comédien, conteur professionnel et également metteur en scène, présentateur radio et télévision, maître de cérémonie, consultant en communication sociale, sans oublier chargé de cours d'art oratoire. Wow. Bon, plusieurs zigzags dans le milieu des arts. Hein. Exactement. Une belle punchline, comme on dit dans le jargon du rap. Comme quoi, c'est un homme qui force le respect, en tout cas dans son milieu. Il bénéficie du respect de ses pairs. Hein. Abdoul Aziz Gueye, alias Zigzag, qu'on a pris à présenter au public de Kenkeliba. En tout cas, tous ceux-là qui sont dans le secteur des cultures lui témoignent un très grand respect, un respect bien mérité d'ailleurs, parce que c'est un homme qui a le sens de l'initiative. Et d'ailleurs, il est là pour nous parler d'une de ses dernières initiatives, hein, donc cette pièce de théâtre, hein, Barcelone ou la mort, hein, non à l'immigration irrégulière. Il s'agit quelque part donc de votre contribution à ce talent de sensibilisation contre l'immigration irrégulière quand on voit aujourd'hui les dégâts que cela occasionne chez dans notre jeunesse. Tout à fait. Aziz. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, encore une fois, vraiment, chers amis, de m'avoir permis d'être là sur ce plateau pour m'exprimer sur un fléau qui est l'immigration irrégulière, parce que le terme clandestin a été un peu vraiment banni. Aujourd'hui, c'est la commune de Sindia qui dit non à l'immigration irrégulière. C'est une façon aussi de mobiliser toute la jeunesse. Ce n'est pas seulement la jeunesse, parce que maintenant, l'immigration n'est plus une préoccupation de la jeunesse. On voit les imams, on voit les femmes enceintes, on voit les enseignants, on voit les élèves partout. Vraiment un départ comme ça qu'on ne comprend pas pourquoi. Donc aujourd'hui, je dis vraiment merci à M. Thierno Diagne, maire de la commune de Sindia, qui n'a ménagé aucun effort pour mettre en place cette compagnie-là, qui s'appelle Pencum Sindia, qui travaille d'arrache-pied avec ma plateforme La Passe, qui est la plateforme des arts, du spectacle et de la scène. Parce que déjà, le 20 mai passé, on était dans la commune pour faire un projet francophonie, avec Tuche Sec le Poussin, donc adaptation, conte théâtralisé. Cette fois-ci, maintenant, nous avons fait une journée de l'immigration irrégulière dans la commune de Sindia, et ça se fera devant la mairie et dans l'enceinte de la mairie. Parce que le matin, il y a une conférence quand même. C'est ça le vrai théâtre. Oui, merci. C'est un concept conférence-théâtre. Voilà. Donc que vraiment nous avons initié le matin. Dr Alioune Niambay de l'Université africaine de développement local, qui est un spécialiste de développement, va nous servir un beau thème, vraiment un éminent conférencier, parce que le thème c'est le développement local, une solution pour l'immigration irrégulière. Parce que comme disait tantôt mon cher Guy,
vraiment, c'est entreprendre n'est pas en 20 mots. Aujourd'hui, tous les jeunes doivent pouvoir trouver à partir du développement local un palier qui leur permet de pouvoir servir et d'avoir un appui. Parce que les associations, comme disait mon cher Lebou Yofwa, c'est un parent, n'est-ce pas, les associations, ce sont des outils de développement. Ça, c'est important que les jeunes s'engagent. Voilà pourquoi les jeunes de Sindia, en tout cas, se sont donné rendez-vous le 23, le matin, pour faire cette conférence dans l'enceinte. Et l'après-midi, il y a un grand spectacle nature qui a été conçu vraiment par notre plateforme et qui va montrer l'enjeu pour dire vraiment stop à cette immigration irrégulière. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'immigration, les gens pensent qu'il n'y a pas... C'est seulement ceux qui prennent le bateau pour partir. Mais il y en a qui sont partis en avion, mais arrivés sur place, ils sont en situation irrégulière. Bien sûr. Il y a ce qu'on appelle l'immigration de première classe, on n'en parle pas. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle vraiment ce favoritisme-là qui doit permettre à nos États de revoir la loi sur l'immigration. Parce qu'aujourd'hui, je dis hier c'était l'Europe, hier c'était vraiment les États-Unis, maintenant c'est l'Afrique qui peut vraiment aller chercher. Comment faire pour retenir ces jeunes aujourd'hui au Sénégal, dans ce pays et dans les pays limitrophes? C'est ça le vrai problème. Voilà pourquoi nous cherchons cette démarche théâtrale pour pouvoir montrer à ces jeunes, par le biais de l'art qui est un moyen d'expression, vraiment à travers Pencum Sindia, nous convions vraiment toute la population de Gandigal, de Tentoubab, de Guéréou, vraiment qui sont vraiment des populations très engagées aux côtés du maire pour dire non, stop à l'immigration irrégulière. À travers justement cette pièce théâtrale, quelle solution vous proposez? Alors la piste de solution, vous savez, le théâtre ne donne pas de solution. Il pose le débat. D'accord. Pour vraiment titiller les consciences. Et en ce moment, c'est aux partenaires qui travaillent. Parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de partenaires sur le plan international qui sont là, qui s'occupent de l'immigration. Il y en a qui écrivent. Est-ce que l'immigration en soi n'est pas un business? Parce qu'il y a toute une production. Elle est un business pour certains, ça c'est clair. Voilà. Ouais. Bon, maintenant, comment faire pour conscientiser nos jeunes, pour leur dire que ce pays-là vous appartient? Si tous les jeunes, à l'image de ceux qui sont à Yoff aujourd'hui, veulent travailler, veulent embellir pour trouver leur Eldorado, en ce moment, d'autres jeunes pensent que le seul moyen, c'est l'Eldorado, aller dans les îles Canaries. Et aujourd'hui, la mer est devenue un cimetière. C'est vrai. La mer est devenue un cimetière. Imaginez Bargny, Yoff, Saint-Louis, Guéréo, qui est devenu à la limite un point de départ. Donc si aujourd'hui, nous, en tant que Sénégalais, nous ne mobilisons pas nos jeunes pour leur dire « ce pays vous appartient, ce pays ne sera que ce que vous en ferez ». On leur dit « allez, vous devez partir ». Chacun doit voir tout ce qu'il doit braver aujourd'hui pour aller même se suicider. Mais moi, je me dis « attendez, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il faut des qualifications. Si on vous dit « oui, demain, on va vous donner des métiers », mais le ministère, l'éducation, l'État du Sénégal peut donner des métiers à ceux qui ont des qualifications pour pouvoir se spécialiser dans tel ou tel domaine. Mais on ne peut pas dire oui, allez, venez tout de suite. Donc voilà pourquoi notre compagnie Pencum Sindia a réorganisé vraiment les jeunes de Sindia pour les sensibiliser à travers le théâtre sur cette pièce qui s'appelle Barcelone ou la mort. En tout cas, là, vous honorez bien le secteur des arts, hein, surtout en tout cas le monde donc du théâtre, quand on sait que aussi certaines productions faites dernièrement dans notre pays vendent du rêve à ces jeunes-là, comme quoi on leur fait savoir que pour réussir, il faut être établi à l'étranger, pour avoir une belle femme au pays, il faut être voilà, un modou-modou. Et je pense que cette image-là, quelque part, il faut la déconstruire. Et là, vous êtes là, vous renouez avec les valeurs cardinales du théâtre. Parce qu'avant, quand même, bien sûr, d'égayer, il faut, le théâtre a cette mission-là, de sensibiliser, voilà, d'éveiller les consciences. Et vous y êtes. Vraiment, bravo et chapeau. Maintenant, est-ce que la production, en tout cas, de cette pièce de théâtre, hein, se fera seulement à Sindia, ou bien ce sera peut-être l'occasion pour vous de faire une petite tournée. Vous avez cité des zones qui sont affectées par l'immigration irrégulière. Vous avez parlé de Yoff, ce serait bien sur la plage de Yoff, pourquoi pas qu'il y ait une production grandeur nature, par exemple, de Barça ou la mort à l'immigration irrégulière, à Guéréo et tout cela. Est-ce que vous y pensez? Mais tout à fait, c'est vraiment une bonne piste que nous avons déjà explorée, parce que parlant de Yoff, je rends hommage à mon cher ami Ndiaga Samb, paix à son âme, qui fut mon grand ami. Nous avons partagé beaucoup de choses. C'est quelqu'un
que vraiment Yoff doit beaucoup à cet homme-là, ce homme de culture, un éducateur qui a beaucoup promu la culture lébou, la culture sénégalaise de façon globale. C'est dire que donc nous sommes ouverts. Si aujourd'hui la mairie de Yoff, de par la collectivité, demande à recevoir ce spectacle, la conférence, qui est un concept, oui, nous sommes prêts. D'ailleurs, je dis que la mairie de Kayar, à travers le maire Aline Ndoye et son principal conseiller, M. Koulibaly, Sissoko, ont déjà déposé pour recevoir la création au niveau de Kayar. Il y a aussi à travers Sali, le député Ousmane Gueye, vraiment maire, il y a vraiment son partenaire Abdou Gueye Sek, à travers son mouvement Sali Tchekanam, vraiment qui veut aussi accueillir le projet. Ils ont fait pour parler. Nous avons écrit à Louga aussi, par rapport au maire Moustapha Diop et son adjoint. Donc, nous a envoyé une correspondance. Saint-Louis aussi. Donc, nous voulons vraiment déployer Kolda aussi, nous avons fait des correspondances. Donc, nous voulons que ce spectacle-là tourne. Ce qu'il faut, c'est développer un forum, développer un cercle d'échange qui permet à ces jeunes de pouvoir poser le ras-le-bol, ce qui fait mal, diagnostiquer là où vraiment il y a la plaie. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des prêcheurs, les imams, qui ont une vocation éducative, qui prennent le bateau, moi je me dis, écoute, il y a problème. Qui est le référent? Si on voit une femme enceinte qui sacrifie son bébé, qui va mourir, mais attendez, il y a le bébé, donc qui doit venir. Des familles entières décimées. Donc des familles entières décimées. Donc aujourd'hui, nous sommes tous là, vraiment, devant cette situation inerte, on se dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors nous, entre autres, en tant qu'artistes, en tant qu'ambassadeurs, on s'est dit, il faut utiliser ce théâtre comme moyen d'intervention sociale. Donc voilà pourquoi Pencum Signa, à travers vraiment sa compagnie théâtrale, accompagnée bien sûr par la mairie, parce que le ministère de la Culture a aussi un travail d'accompagnement. Je rejoins vraiment ce que vous venez de dire à Aline Badara, parce qu'il nous faut aujourd'hui choisir des thèmes qui interpellent la société. Le Sénégal a besoin de recréer un autre format, un type de citoyen qui veut développer les arts, le sport, la culture. Voilà pourquoi nous voulons vraiment mettre en exergue ce grand spectacle, conférence, qui s'appelle Barcelone ou la mort, le 23 mai au niveau de la mairie de Sindia. Et c'est gratuit. Voilà. On ne peut avoir sur le plateau un jeune de Yoff sans lui demander, sans recueillir son avis sur voilà, cette question qu'est l'immigration irrégulière. Parce que qui fait quand même beaucoup de drames, surtout en pays debout, où souvent les points de départ se situent, en tout cas, dans ces zones-là. Donc, déjà, j'avais commencé par féliciter le docteur pour ce que vous faites. Donc, je pense qu'il faut aussi sensibiliser davantage les jeunes. Parce que je pense que beaucoup de jeunes sont en fait conscients de quand même ce qui leur attend, mais ils sont impatients, en fait. Parce que quand on veut réussir dans la vie, et quand on veut, par exemple, entreprendre même, il faut quand même avoir cette patience. Et voilà. Et c'est vrai que, par exemple, dans nos têtes, en tout cas, beaucoup de jeunes rêvent de sortir, d'aller étudier ailleurs. Et il y a beaucoup de vos amis qui sont partis, certains malheureusement qui ont laissé la vie. Voilà. J'imagine peut-être des proches, des connaissances. Exactement. C'est clair. Exactement. Ouais. Donc, et que aussi, bon, dernièrement, on voit que beaucoup de jeunes qui font cette émigration-là arrivent à s'en sortir. Et c'est la raison pour laquelle même, d'ailleurs, beaucoup d'autres veulent quand même faire de même. Donc, il faudrait quand même essayer de sensibiliser davantage. Alors, professeur, c'est tout. On revient finalement à l'entrepreneuriat. S'il était un secteur aussi développé, aussi dynamique, peut-être que beaucoup de ces jeunes partis aujourd'hui tentent leur chance dans des conditions extrêmement difficiles, en Espagne, en France, quelque part, en tout cas, à travers le monde, seraient restés au pays. Je pense bien. Je pense que c'est la solution pour les retenir. Je pense bien que ça pourrait atténuer cette vague d'immigration irrégulière que nous constatons et qui a des conséquences terribles dans les familles et pour le pays, parce que le pays a investi beaucoup d'argent sur ses enfants à travers l'éducation au primaire, au secondaire, au lycée, voire même à l'université. Et beaucoup de ces gens-là qui auraient pu constituer un socle important pour le développement national est perdu comme ça. Perdu soit parce que les gens sont morts en mer, perdu parce que les gens sont partis et ont décidé de rester dans ces pays de destination. Je pense qu'effectivement, l'entrepreneuriat pourrait être une solution. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure, l'État a mis en place beaucoup de dispositifs
d'accompagnement à l'entrepreneuriat avec des résultats qu'on peut apprécier, mais il faut se poser la question de l'impact de ces initiatives. Et pour moi, il y a besoin de recréer du sens, de recréer de l'espoir. Il le disait tout à l'heure, les jeunes, pour beaucoup, ont perdu de l'espoir. Il faudrait trouver le moyen de faire renaître l'espoir auprès de ces jeunes-là pour leur permettre de savoir que c'est possible au Sénégal, des gens ont réussi au Sénégal et les initiatives qui sont présentées ici aujourd'hui vont dans ce sens-là. Je félicite vraiment ce qui est proposé à Bargny, en fait à Sindia. C'est créer un imaginaire nouveau qui permet d'asseoir le Sénégalais dans ses valeurs cardinales. C'est bien aussi de travailler sur l'environnement, parce qu'autour de l'environnement aussi peut graviter des projets entrepreneuriaux qui pourraient être importants pour le Sénégal. Donc effectivement, l'entrepreneuriat peut être une solution. Il est 8h, on est un peu rattrapé par le temps. Très rapidement, la date du colloque qui a pour thème, je rappelle, diriger une entreprise et faire du commerce, autant pour moi, à l'ère de l'intelligence artificielle. Le colloque a eu lieu les 19 et 20 décembre à l'AFI. Ce fut un bon moment et nous en profitons pour remercier tous ceux qui ont aidé de près ou de loin à la réussite de cette manifestation. Merci beaucoup, merci de nous avoir gratifié de votre présence ce matin. Zigzag, les dates à retenir? Alors, vraiment, c'est dire aujourd'hui que le 23 décembre, c'est un cadeau de Noël que nous offrons pour vraiment ouvrir une nouvelle page en 2024 à la commune de Sindia avec ce beau spectacle, conférence qui va se faire gratuitement, vraiment pour les populations environnantes aussi. C'est dans la mairie de Sindia. Très bien. Donc, pour dire, la pirogue n'est pas une solution. Effectivement, c'est bien dit. Ibrahim Ngom, la randonnée, c'est quand? Donc, nous vous donnons rendez-vous le 23 et 24 décembre à Yoff pour la Green Randonnée Dakar et le marathon de Yoff avec le Green Week Sport. Défi relevé. Bravo. Merci. Merci à Lune Bedaraka de m'avoir accompagné. Merci à toi, la reine. Alors, on va peut-être souhaiter un excellent réveillon de Noël à toute la communauté chrétienne du Sénégal et du monde. Noël le réveillon qui se déroulera le 24 décembre. C'est ce dimanche. Malheureusement, on ne sera pas en plateau ce dimanche 24 décembre. Alors, je vous souhaite... Donc, si Noël se déroule le dimanche, lundi, c'est la férié. Non, si le 25 était dimanche... Le 25, c'est dimanche. Hein? Ah, lundi, c'est férié. Professeur, vous comprenez? Le 25, c'est lundi. Le 25, c'est lundi. Oui. Donc lundi, c'est férié. Je vous dis à mardi pour un nouveau numéro de Kankidiba avec l'équipe qui nous a... le lundi, mais bon, comme c'est férié, on va respecter le calendrier officiel. Grégorien. Très bien, merci à vous de nous avoir suivis ce matin. Je vous souhaite une agréable journée en compagnie des programmes de la RTS du Get better warning, which makes me know where we's aligned was.